Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une figure bien complexe, le pervers narcissique. Très séduisant comme ça, en apparence, Hmm, mais qui avance masqué, en fait. Un manipulateur froid, calculateur. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des textes importants, notamment ceux compilés dans L'Enfer sous masque. On pense à Racamier, Irigoyen, Bouchou, des noms connus sur le sujet. L'idée, c'est de comprendre un peu la mécanique derrière tout ça, repérer les signes aussi, et puis voir comment on peut s'en sortir. Oui, et ce qui est vraiment fondamental, je crois, c'est de saisir dès le départ que ce n'est pas juste un problème d'ego démesuré, hein. Racamier, déjà en 86, il insistait là-dessus. C'est une véritable stratégie relationnelle toxique, organisée. Une stratégie. Oui, une stratégie de domination. Le but, ce n'est pas son propre plaisir, c'est vraiment de détruire l'autre psychiquement pour se sentir tout-puissant. Racamier avait cette phrase très forte: le pervers narcissique ne cherche pas le plaisir, il cherche à se maintenir dans une position de maître. Une position de maître. D'accord. Mais alors, concrètement, ça donne quoi au jour le jour dans la relation? Parce qu'on entend beaucoup parler de manipulation. Exactement. C'est ça. Irigoyen décrit très bien ce harcèlement qui est très insidieux, très subtil au début. Ça passe par des petites phrases, de la dévalorisation constante, l'isolement petit à petit. Ah oui, Et puis, il y a cette fameuse technique, le gaslighting. C'est terrible ça. le gaslighting, c'est-à-dire. C'est quand le manipulateur nie la réalité. Il va dire: mais non, j'ai jamais dit ça, ou tu es trop sensible, tu imagines des choses, au point que la victime finit par douter d'elle-même, de sa mémoire, de sa santé mentale. C'est un renversement complet du réel. C'est effrayant. Et ce qui revient souvent aussi, c'est cette image de la double face. Charmant en société, Ah oui, ça c'est classique. Adorable avec les autres, mais un tyran dans l'intimité. mais comment c'est possible de jouer ce rôle si bien s'il y a ce vide affectif, ce manque d'empathie dont parle Bouchou? Ben, c'est justement là toute la perversité. Le charme, c'est un masque, un outil. Ils sont très forts pour imiter les émotions, pour scanner les attentes des autres. Mais derrière, il n'y a pas de résonance affective réelle. L'objectif, comme le dit Bouchou, c'est l'usure psychique de l'autre, pour asseoir sa domination. Il repère les failles. Pas par empathie, mais pour savoir où frapper. Exactement. Pour appuyer là où ça fait mal. Et tout ça suit une sorte de cycle, non? C'est pas juste aléatoire, il y a des étapes. Tout à fait. C'est assez prévisible en fait. Ça commence souvent par une phase idyllique, la lune de miel, idéalisation totale. La personne est mise sur un piédestal. Mais attention, pendant ce temps-là, le PN observe, analyse les besoins, les blessures de sa cible. C'est une phase de repérage. Pour préparer la suite. Voilà. Ensuite, doucement, vient la dévalorisation. Des critiques d'abord voilées, puis de plus en plus directes. On commence à isoler la personne de ses amis, de sa famille. Isolé? Oui, jusqu'à l'isolement quasi total. Le but, c'est de couper la victime de tout soutien extérieur, pour qu'elle dépende entièrement de lui. L'impact psychologique doit être terrible. Ah, c'est dévastateur. On parle de syndrome d'emprise. La victime est comme piégée. Elle se sent coupable, honteuse, incapable de partir. Et les conséquences sont lourdes. Anxiété, dépression et parfois même un état de stress post-traumatique complexe. C'est ce que Judith Herman a décrit. Différent d'un choc unique, c'est ça? C'est la durée, la répétition. Exactement. C'est la violence relationnelle continue. Ça peut aller jusqu'à la dissociation, l'esprit qui se met en retrait pour survivre. C'est vertigineux. Bon, alors si on a des doutes sur une relation, quels seraient les signaux d'alerte concrets, les red flags, comme on dit? Il y en a plusieurs qui doivent alerter. Par exemple, l'incapacité totale à présenter des excuses sincères, ou alors des excuses mais qui ne tiennent pas. Le retournement systématique de la culpabilité aussi. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute de l'autre, jamais de la sienne. Ah oui, ça. Des tentatives, plus ou moins subtiles, pour vous éloigner de vos proches, de votre famille, de vos amis. Ils ne te comprennent pas, ils sont jaloux. Et cette sensation, très physique parfois, d'être complètement vidé après avoir passé du temps avec la personne. Tout à fait, ça c'est très fréquent. Une fatigue intense, un sentiment de confusion. Et des compliments qui n'en sont pas vraiment. Les compliments à double tranchant. Exactement. C'est joli ce que tu portes, ça te change. Toujours une petite pique cachée. C'est très typique. Une façon de miner la confiance en soi, l'air de rien. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, qu'on reconnaît ces signes, comment on fait pour s'en sortir?
Le no contact est souvent mentionné. Mais ça semble si radical, parfois impossible. C'est difficile, c'est vrai. La première étape, et Irigoyen insiste beaucoup là-dessus, c'est la reconnaissance, nommer les choses. Comprendre qu'on est sous emprise, c'est déjà énorme. Briser le silence. Ensuite, oui, le no-contact, la rupture totale de tout lien physique, téléphonique, réseaux sociaux, c'est souvent la stratégie la plus efficace pour se protéger et commencer à guérir. Une coupure psychique, en fait. C'est ça. Christophe Andry parle de cette nécessité de rupture psychique. Même si c'est dur, surtout s'il y a des enfants ou un lien professionnel, il faut trouver des moyens de limiter les interactions au strict minimum vital et nécessaire. Et puis, très souvent, un accompagnement thérapeutique est indispensable pour comprendre ce qui s'est joué, pour se reconstruire, pour ne pas retomber dans des schémas similaires. Se reconnecter à soi aussi, j'imagine. Fondamental. Retrouver ses propres besoins, ses désirs. Parfois, des approches comme le MDR peuvent aider à traiter les traumatismes liés à l'emprise. Et on a l'impression que ces personnalités ne choisissent pas leurs victimes par hasard, non? Il y a des profils plus ciblés. Oui, les sources le suggèrent. Souvent, ils sont attirés par des personnes qui ont beaucoup d'empathie, de la générosité, des qualités qu'ils vont pouvoir exploiter. Ou alors des personnes qui ont peut-être des fragilités narcissiques, une peur de l'abandon, un grand besoin d'être aimé, reconnu. Le PN a une sorte de radar pour détecter ça et s'en servir. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, on a affaire à un manipulateur très stratégique dont le but est le contrôle via la destruction psychique de l'autre. Reconnaître les signes est vraiment la première étape cruciale, et pour s'en sortir, la rupture, le no-contact et un accompagnement semblent être les clés. C'est tout à fait ça. C'est un parcours qui demande du courage, mais la libération est possible et la reconstruction aussi. Et pour terminer, peut-être une pensée de Jean-Charles Bouchou qui fait réfléchir. Le pervers narcissique est un professeur du chaos, mais vous pouvez devenir élève de la clarté. Ça laisse une question en suspendant. Qu'est-ce que ça signifie au fond, devenir cet élève de la clarté, après avoir vécu ça? Quelle forme prend cette clarté, cette renaissance dont parlent aussi les textes? Voilà de quoi continuer à penser.